Bonjour et bienvenue sur le podcast En si bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, je reçois Martin Brouillard, avec qui j'ai eu l'occasion de parler quelque part dans un coin perdu au Québec en janvier 2023. Et lui et son frère, en 2004, ils ont fondé une entreprise qui s'appelle les Neurones Atomiques, qui est basée à Montréal, au Québec. Et le principe, c'est de proposer des ateliers d'expérimentation scientifique. Donc ce sont des enseignantes et des enseignants qui les appellent et qui leur demandent « j'aimerais bien que vous veniez faire une activité dans ma classe ». Et à partir de cette demande-là, un des animateurs ou des animatrices des Neurones Atomiques vient pendant 1 heure à 1 heure et demie, faire une activité autour d'un thème scientifique qui a été choisi avec l'enseignante, évidemment en s'ajustant au niveau de la classe, sur une échelle de la maternelle à 14-15 ans à peu près. Alors les enseignantes sont encouragées à préparer l'atelier en amont avec les élèves et à faire un suivi de l'activité a posteriori, mais ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont des ateliers eux-mêmes. Alors en plus des neurones atomiques, Martin enseigne aussi la didactique des sciences aux futurs enseignants et enseignantes à l'université. Et il a donc un double regard, une occasion parfaite de parler de ce genre d'ateliers expérientiels, de leur efficacité pédagogique, de la gestion d'une classe selon l'âge, de comment créer une de ces activités-là, de comment chaque animateur ou animatrice s'empare de l'atelier, et beaucoup d'autres choses, mais je laisse la parole à Martin puisqu'il nous en parle en si bon terme. Donne-moi des exemples d'ateliers. On en a 28. OK. Ça va de la chimie, qui est comme le classique. Là. C'est comme mais un exemple, c'est ça, dans la chimie. Ben, par exemple, on va faire c'est quoi une réaction chimique? Fait que là, on a comme 3 réactions chimiques qu'on va faire par les enfants. Non, 5 qu'on fait faire par les enfants. 3 qu'on fait en démonstration parce qu'elles sont plus explosives, dangereuses puis impressionnantes. Mais les enfants les font eux-mêmes. Fait qu'on les initie à la fin. L'objectif, c'est qu'ils puissent reconnaître qu'est-ce qu'une réaction chimique versus un changement physique, par exemple, puis comprendre que ça demande une transformation. Okay. Fait que là, on les équipe avec les lunettes, ils ont les éprouvettes, ils ont tous les produits chimiques nécessaires pour faire le travail. Puis c'est beaucoup... Ben, dans ce cas-là, on est plus dans la démonstration, puis essayer de faire réfléchir les élèves sur « OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que c'est un changement? » On n'est pas dans la résolution de problèmes, dans cet atelier-là, par exemple. Mais c'est notre atelier c'est le plus populaire parce qu'il répond aux stéréotypes de c'est quoi faire de la science. Ouais, c'est intéressant, ça. Puis, fait que là, des fois, nous, on essaie de les amener ailleurs, souvent. Oui, c'est le fun, mais personnellement, c'est pas mon préféré. T'sais. Je préfère une activité où on va, par exemple, fabriquer une pile de toutes pièces, là, comme Volta l'avait fait en 1800. Puis là, on ramène, il y a toute l'histoire autour, puis là, on vraiment dans une résolution. C'est ça, comment on la conçoit à partir d'informations qu'on va leur donner. Ou un autre de mes préférés, c'est les générateurs électriques. Fait qu'on a fabriqué des génératrices nous-mêmes. Les enfants activent les génératrices, mais ils ont plein de choses à faire fonctionner, mais qui ne fonctionnent pas sur le même courant. Des fois, il faut du courant continu. Après ça, il faut du courant alternatif. Après ça, il faut jouer avec la tension. Donc, les générateurs électriques, c'est moi mon préféré parce que c'est vraiment une approche d'exploration active où je leur donne des défis. Puis quand je réussis à faire naître le besoin de savoir, ils sont comme « Oui, mais là, ça ne fonctionne pas. » Moi, je leur dis, OK, mais pourquoi tu penses que ça ne fonctionne pas? Puis ils ont juste assez d'idées pour formuler des hypothèses un peu, tu sais, comme un peu bancales, mais sont vraiment proches, tu sais. Puis là, tu dis, OK, mais il vous manquait juste ça. Puis là, puis là, on est capable de passer à la suite. Tu sais, c'est vraiment la philosophie derrière ce qu'on fait. Donc, ça veut dire que toute la pédagogie derrière les ateliers qui durent 1 heure? On a le format 90 minutes ou 60 minutes. OK. Donc, derrière la pédagogie derrière tout ça, c'est de mettre les mains à la pâte. Complètement. Qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils créent leurs besoins envers l'animateur ou l'animatrice pour aller chercher d'eux-mêmes les connaissances. Est-ce que c'est ça la philosophie? On essaye de créer ça. Okay. Parce que sinon, ça serait facile d'arriver et de dire « OK, aujourd'hui, on vous explique c'est quoi, blablabla. » Puis là, tu te fais juste déverser ton savoir. Mais tous les gens qui travaillent chez nous, souvent, il y a cette espèce de désir de partager la science. Mais nous, on est plus dans une approche où il faut favoriser la découverte puis la réflexion. Plus tu travailles fort des neurones, plus il y a des apprentissages qui sont intéressants, qui ont lieu. OK. Et est-ce que tu as une façon de savoir à quel point est-ce que ça a fonctionné, les enseignements que vous avez essayé de faire passer via ces activités manuelles? Non, on n'a aucun moyen. Okay. C'est ça qu'on trouve un peu triste. Parce que c'est justement d'où l'intérêt de travailler en partenariat avec l'enseignant. Parce que quand nous, on quitte, on a comme, je sais pas, 25
élèves qui sont complètement motivés, là. Ils ont plein de questions. Ils liraient n'importe quoi. Ils feraient... Mais on est comme, OK, bye, nous, on s'en va. Puis là, c'est là qu'on voulait donner le relais à l'enseignante, en disant, bon, mais là, ils ont des bases communes. Plein de choses qu'ils n'auraient jamais su en 1 heure, 1 heure et demie. Mais là, nous, c'est chirurgical. On est capable d'aller mettre en place des connaissances. Bon, mais là, il faut qu'ils transfèrent. Il faut s'assurer qu'il va y avoir une rétention. Là, on a développé des outils, des expériences à faire, des quiz. On n'est pas tellement... L'approche pédagogique du quiz n'est pas fantastique, mais un minimum pour que les gens commencent quelque chose, qu'il y ait un petit... au moins que tu replaces un peu ce que tu as appris, mais non, on n'a pas de contrôle. D'où l'intérêt de travailler en partenariat. Mais il y a des enseignants, quand on a la chance de discuter avec eux dans le cadre de porte pendant l'atelier, leur dire, vous savez, on a tel outil, vous pourriez faire ça. Mais on le sait que pour une pratique qui va changer, c'est 3 ans à peu près. Qu'est-ce que tu appelles une pratique qui va changer? Quand tu as un changement de pratique dans un milieu professionnel, il y a plein de littérature qui disent que c'est 3 ans pour que tu vois un changement dans ta profession si tu veux changer quelque chose. Fait que souvent, ce qu'on va voir la première année, les gens nous observent. La deuxième année, ils vont dire, OK, là, je me rappelle, c'est quoi, je vais les préparer. Puis là, la troisième année, ils disent, OK, là, je me sens assez d'attaque pour faire une activité de réinvestissement par la suite. Fait qu'on sait que ça demande du changement, puis on sait que ce changement-là, dans un monde idéal, ça passerait par de la formation. Puis là, on a travaillé avec Pierre Chastenay à l'UQAM il y a 3 ans, puis les résultats vont sortir dans quelques semaines ou jours. Pierre Chastenay, est-ce que tu peux juste astrophysicien, il dirige le département, il est professeur à l'UQAM au département de didactique des sciences, c'est mon collègue. Il a dirigé le planétarium pendant longtemps. Le cas de Chastenay, c'est lui à Télé-Québec. Puis on a la même approche. Donc c'est la recherche en didactique, c'est ça que je voulais où je voulais t'amener. Il fait de la recherche en didactique, mais il s'intéresse beaucoup à l'apport du milieu non formel dans le milieu formel. Fait que la visite de musée, le non formel, c'est nous. C'est ça, OK, parce que ta phrase était compliquée pour moi. Donc l'apport du... Répète. C'est l'apport du non formel, le milieu non formel, donc les musées, les organismes de vulgarisation, leur rapport au milieu formel qui est le milieu scolaire académique. Ah oui, les musées, ça ne fait pas partie des milieux formels? Non, c'est informel. Donc, c'est une visite que tu fais, qui n'a pas nécessairement une intention avec une évaluation systématique. D'accord, oui. En plus, dans le non-formel. L'informel, c'est vraiment, c'est la vie, là. Tu sors dehors, tu fais un apprentissage. Le non-formel, c'est ça, le non-formel, ça va plus être ça. Mais il s'intéresse à ça. Fait qu'on a eu une subvention, vu qu'il s'inscrivait dans son champ d'intérêt. Puis ils ont réussi à avoir 206 enseignants dans leur recherche. Et la question qu'on leur pose, c'est essentiellement, qu'est-ce que le milieu non formel peut faire ou pourrait faire pour que, justement, on puisse mesurer l'incidence d'organismes comme le nôtre, par exemple. Mm-hmm. Fait que c'est une excellente question que tu poses, on n'a pas la réponse, mais grâce à ça, on va peut-être avoir des pistes là, qui vont sortir bientôt. Mais je pense que je vais inviter Pierre Chastenay dans le podcast pour parler de ses résultats. Exactement, ça serait quelque chose d'intéressant. Ouais. Mais toi, parce que tu es aussi enseignant en didactique, c'est ça le Oui, chargé de cours en didactique des sciences à l'UQAM. Et donc, pour toi, les clés de la pédagogie pour arriver à faire passer des apprentissages, c'est quoi ces clés-là? Tu veux dire, si en tant que vulgarisateur scientifique ou en tant qu'enseignante? Ou comment est-ce que je convertis des gens en enseignement pour leur faire aimer les sciences? Ou comment je fais apprendre des choses aux élèves? Faire apprendre des choses aux élèves. Pour moi, ça passe par l'approche, par l'exploration active, c'est-à-dire que l'enfant doit être au cœur de ses apprentissages, puis que ça soit inscrit dans une démarche où il cherche quelque chose. Activement, puis par la manipulation, il va obtenir une réponse. J'aime bien la définition. Pour moi, faire de la science, c'est questionner ton environnement puis t'organiser pour avoir une réponse de cet environnement-là. Ça peut être une plante ou ça peut être une ampoule avec des piles. Mais si tu mets en place un contexte où un enfant est capable de se poser une question puis d'obtenir une réponse par lui-même, puis que l'adulte n'est pas là pour sanctionner son acquisition de savoir ou sa compréhension d'un phénomène, c'est de la science de qualité. Ça veut dire que tout ton rôle, en tout cas, le défi principal, c'est pas tant d'apporter le savoir, c'est d'apporter les conditions qui vont lui donner envie d'aller chercher le savoir. Oui, puis même d'amener les conditions qui vont lui permettre d'acquérir une compréhension ou même un savoir. C'est vraiment ce contexte-là. J'ai un de mes animateurs qui a une bonne... j'aime bien ce qu'il dit. Dis-moi, ma job, c'est pas moi la vedette quand j'anime. La vedette, c'est la science. Fait que ma job, c'est de mettre la science en vedette par
le procédé de dire, OK, je te donne un problème, tu essaies de le résoudre, tu manipules, tu te fais des conclusions par toi-même. De toute façon, on le sait, là, ce qui est entendu, il y a peu qui est retenu. Ce qui est vécu, c'est autre chose. Est-ce que ça veut dire que attention, question compliquée, que tu considères que ce qu'on fait à l'école, qui n'est pas basé l'essentiel du temps sur sur ce type d'apprentissage-là, est inutile? Il n'est peut-être pas inutile, mais je pense que chaque type d'apprentissage peut avoir différentes formes d'enseignement, comme en fonction de ce qu'on veut qu'il soit appris. Je pense qu'il y a des choses que faut juste que tu l'apprennes, mais ça, c'est une question difficile, mais plutôt peut-être plus complexe que difficile. Je sais que moi, comme apprenant, j'ai aucun intérêt et je suis vraiment pas bon si je suis évalué sur ma capacité de rétention. Ça m'a toujours déplu. Puis il y a des gens que je sais qui sont super bons là-dedans. Là. Ils sont capables d'apprendre par cœur des choses, puis ils vont les recracher 10 ans plus tard, puis ils les ont tenues. Moi, ça me parle pas. Mais en même temps, je pense pas que je sois si différent de bien du monde. Là. Fait que je pense que pour certains apprentissages, ça peut passer. Mais moi, je suis du genre à tout le temps me demander, mais pourquoi? Pourquoi on fait ça comme ça? T'sais? La mathématique, pour moi, c'est un bon exemple. Si on me dit, voici comment tu fais telle formule pour obtenir tel truc, moi, je sais que ça va me passer par-dessus la tête. T'sais. Mais il y a quand même tu prends l'exemple des mathématiques, alors je suis obligée de rebondir là-dessus, mais il y a quand même une certaine sorte d'abstraction qui vient avec certaines matières, dont les mathématiques, qui fait que à un moment donné, tu peux pas forcément mettre en application parce que c'est juste, il faut que tu apprennes les outils et ça sera mis en application, mais à tellement d'étapes plus loin qu'il faut quand même que tu apprennes l'outil. C'est pour ça que je dis que dans certains apprentissages, juste dire, voici comment on le fait, puis plus tard, il y aura, ça va, si c'est ça qu'il faut faire pour que ça passe, ça passe. Mais tant qu'à moi, par exemple, si on a la chance d'assurer une plus grande compréhension, plus que juste comme une mémorisation de quelque chose, c'est pour ça que la manipulation, ou en tout cas d'être confronté à quelque chose de vrai, d'authentique, ça a plus de pertinence. T'sais. Mais je pense que pour apprendre une règle de participe passé, t'apprends la règle, là, mais je vais toujours quand même être plus intéressé par d'où vient cette règle-là, pourquoi on fait ça, s'il y a une réponse, il y en a une, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais tu sais, c'est les grands débats en pédagogie entre est-ce que juste verser ton savoir, juste apprendre les choses par cœur, est-ce que c'est suffisant? Je pense qu'on est plus là, c'est que dans certains cas, ça va. Dans d'autres cas, si tu veux de la rétention, une compréhension, si tu vises une compréhension plus qu'une rétention d'informations, il faut qu'il y ait quelque chose d'expérientiel, je pense. Il y a peut-être une part aussi où c'est tout un écosystème finalement. C'est-à-dire que tu peux avoir besoin d'une partie très très pratique, expérientielle, et puis une partie plus magistrale où ça va être juste un autre moment où tu apprends du complément autour de ton expérientiel. Est-ce que tu vois un intérêt de différents types de pédagogie pour apprendre comme un tout, ou est-ce que tu le vois quand même l'expérientiel comme étant largement supérieur et que si on pouvait faire ça pour tout, on y gagnerait? Je n'ai pas la réponse. Je ne le sais pas. Il faudrait que j'essaye différentes sphères de connaissances ou de compétences pour valider ça. Mais moi, je suis quand même pas contre la drill. Je pense qu'il faut juste le choisir. La drill? Ouais, c'est ça, c'est des terminologies probablement locales. Mais traditionnellement, la drill en enseignement, c'est quand tu fais, mettons, tu apprends tes tables de mathématiques par cœur. Tous les soirs, tu te drilles. C'est comme le militaire. Là. Tu répètes. Puis maintenant, tu te dis, ça va rentrer dans ta tête, puis tu vas l'avoir pour ta vie. Forcément, probablement que ça fonctionne. Si ça ne demande pas une abstraction comme en mathématiques ou une compréhension comme dans d'autres phénomènes, j'imagine que c'est une bonne méthode. Mais comme je te disais tantôt, moi, j'aime faire naître le moment où, tu sais, par exemple, les gens disent « Mais je peux pas croire que vous parlez d'atomes à des maternelles. » Ça, on se fait souvent dire ça. Souvent par des didacticiens qui ont travaillé les concepts pédagogiques longtemps, puis ils se disent « Mais tu peux pas aborder l'atome avec des maternelles. » Mais j'arriverai jamais chez des maternelles en disant « Bonjour, aujourd'hui, je vous explique l'atome. Alors, c'est une très petite particule. Je vais les perdre, là. Ça les intéresse zéro. » Par contre, si je les fais travailler sur la statique et que je fais plein de manipulations où ils frottent des trucs, puis là, ils collent les choses ensemble, ils voient que ça pousse, que ça tire, que ça... À un moment donné, là, il va naître un besoin d'avoir le bon mot pour exprimer pour expliquer ou s'exprimer par rapport à un phénomène. Moi, je pense que la pédagogie, c'est d'essayer de créer ces moments-là où tu amènes l'apprenant à avoir un besoin
d'utiliser le bon mot au bon moment. Puis là, au lieu de faire le gna-gna puis le gugu qui fait... Puis que là, tu dis, bon, mais c'est correct, c'est des maternelles, on va les laisser avec le poupou qui tire le gna-gna. Ben, moi, je dis non. Si tu peux mettre proton, puis électron, puis qu'il y en a un qui est positif, puis négatif. Mais ça va se mettre à la bonne place. Est-ce que, je suis assez convaincue de ça aussi, je suis d'accord avec cette approche-là, mais tu as beaucoup d'animateurs et d'animatrices là, qui travaillent pour faire des animations dans les écoles. Donc, de ce que je sais déjà, c'est que vous avez un kit et puis vous allez dans l'école et vous faites toute l'animation. Puis, vu que c'est pratique, il y a toujours de la manipulation. Ouais. Et on arrive à ce moment où les élèves, les enfants réclament à avoir ce savoir-là. Est-ce que, quand vous préparez vos animateurs et animatrices, vous leur donnez comme un discours clé de comment faire passer cette notion-là? Ou est-ce que c'est chaque animateur et animatrice qui va avoir sa façon d'aborder les notions? C'est un peu un mélange des deux. Tout est scénarisé. Après ça, le plus important pour nous, c'est souvent quand les questions viennent des enfants puis que la personne qui anime ne connaît pas la réponse, c'est toujours de renvoyer une question ou de donner des outils pour aller chercher la réponse, mais de vraiment dire que la personne ne savait pas. Sinon, tous nos ateliers ont des intentions pédagogiques assez claires de dire, à la fin de l'atelier, les élèves devraient savoir tel truc, mettons, à peu près à tel niveau. Mais après, on laisse vraiment les enseignants, nos animateurs décider. En fait, c'est plus complexe que ça. C'est que comment c'est designé, c'est qu'on a des objectifs globaux. C'est-à-dire que dans cet atelier, on est capable de voir, je sais pas, par exemple, 10 finalités, 10 concepts ou 10 informations différentes. Je dis 10 au hasard, mais mettons qu'il y a 10 possibilités. Bien, on demande à nos animateurs et animatrices d'aller, premièrement, demander à l'enseignante, mais c'est quoi l'objectif? Pourquoi on est ici aujourd'hui? T'sais? Fait que souvent, il y a des gens qui vont j'aborde un projet sur Antoine de Lavoisier, par exemple. Là, on parlait de chimie, on voulait un peu connaître à propos de lui, puis comment il est arrivé avec la nomenclature des éléments. Ça serait important que ça soit clarifié. On va mettre l'emphase là-dessus, on va enlever d'autres trucs. Mais le but, c'est d'arriver à la fin puis de répondre à un besoin de l'enseignant. Quand il n'y a pas de besoin, là, on laisse l'animateur ou l'animatrice dire bon, moi, en fonction de l'âge, l'intérêt des enfants, je m'adapte. Parce qu'il y a quand même un petit quiz qu'on propose à la fin. Puis on se dit qu'il faudrait quand même que l'enseignante soit capable de passer le quiz puis qu'elle se dise pas, voyons, on a vu comme une des choses que vous avez dans votre quiz, ça n'aurait comme pas de bon sens. Fait qu'on a une finalité quand même, puis on essaie de la couvrir. C'est comme ça qu'on sait qu'on a atteint ou pas l'objectif. Mais après, donc, chaque animateur et animatrice est libre d'aborder l'atome, par exemple, auprès des maternelles, comme il ou elle le souhaite. Il pourrait, ouais. C'est pas nécessairement... Mais vous avez pas... Parce que tu dis c'est tout scénarisé. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est scénarisé? C'est pour ça que j'allais dire oui à ta question, mais non. Il y a un moment dans le scénario où on peut dire, là, une fois qu'ils ont fait telle manipulation, c'est là qu'on amène le concept de l'atome. Fait qu'on va dire aux gens, tu commences pas ton atelier en disant, voici les parties de l'atome et comment elles fonctionnent. C'est théorique, maternelle, ils comprendront pas. Fait que c'est scénarisé pour fonctionner avec tous les groupes d'âge. Fait que c'est pour ça que l'animateur peut choisir. OK. Pas tant que ça non plus. Ouais. C'est parce que le chemin est tellement tracé que c'est difficile de sortir. Il y a comme des ordres logiques. Tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas d'abord fait ça. Après ça, il y a plein de chemins que tu peux emprunter en parallèle parce que ce qu'on demande d'une personne qui anime chez nous, c'est sa capacité à s'adapter à son public. Puis des fois, par exemple, en électricité, tu fais faire une manipulation, puis là, tu as une question qui dit c'est une excellente question. Regardez, on va essayer ça, voir ce que ça donne. Tu sais que tu vas arriver, ta finalité va être la même, mais le chemin que tu vas prendre pour y arriver n'est pas toujours le même. Mais il y a quand même des grandes étapes. Mais je peux quand même pas faire ça si j'ai pas d'abord vu ça. C'est ça qu'on trouve dans le scénario. Mais donc ça montre que les scénarios que vous avez créés, ils ont probablement été bêta-testés un bon nombre de fois pour savoir quelles erreurs ou qu'est-ce qu'allaient faire les enfants à ce moment-là, et que, c'est à ce moment-là qu'on parle de ça. Après, on va pouvoir les recadrer pour aller faire telle chose, et après ceci, etc., etc., etc. Donc, comment est-ce que vous créez une nouvelle animation? C'est vrai que les ateliers qu'on a en ce moment, ils ont probablement tous vécu pendant quelques années avant, parce qu'au début, il y avait juste mon frère et moi. Puis après ça, il y a eu on a engagé des gens, puis la nécessité des scénarios est née là. C'était plus juste dans la tête de mon frère et moi. Nous, on s'était fait des grandes lignes. On savait où qu'on s'en allait, mais maintenant, si tu formes des nouvelles personnes, tu peux pas juste dire voici les grandes lignes. On a eu la chance d'avoir quelqu'un à nos débuts qui a écrit les premiers scénarios, qui écrit ça de façon tellement méticuleuse que tu avais même les bonjours et les virgules. T'sais.
Fait qu'après ça, on disait aux gens, bon, ben là, il y a ça, mais après ça, tu peux trouver Tu peux dire allô plutôt que bonjour. Exactement, tu as ta marge de manœuvre, tu sais. Mais ils ont été donc créés, rodés, testés, la plupart des ateliers qu'on a. Puis là, aujourd'hui, on est plus en mode fine-tuning. Mais on en a quand même créé 2 dans les dernières années. Puis souvent, ça fait qu'on va suivre un plan. On va se dire, bon, ben, ça commence toujours avec une question. On est toujours ancré dans le quotidien des enfants. Après ça, il faut toujours trouver une question qui va les engager. Est-ce que tu peux mettre des exemples? Oui, je pourrais mettre des exemples. Par exemple, on a un atelier sur la cuisine moléculaire. Tu dis cuisine moléculaire, probablement que tu as comme rien. Tu dis, OK, ben, cuisine, connaissez-vous ça? Ben oui, on mange, molécule, ça veut dire quelque chose, donc on va définir les mots. OK, on a de la cuisine, maintenant vous savez c'est quoi, vous savez que, tu sais, on cuisine depuis le début des temps, mais est-ce qu'on a toujours cuisiné de la même manière? Fait que, tu sais, on va définir cuisine, après ça, on va définir moléculaire. À quoi ça vous fait penser? On va souvent parler de la molécule d'eau. Fait que là, on met en place des petites notions. Après ça, on va dire, maintenant, la cuisine moléculaire, ça serait quoi? Après ça, on va dire, ben, on a un exemple quotidien. Fait que là, on prend des olives vertes farcies au poivron rouge. Et on est comme, ben, c'est comme un peu décevant. Là. On s'attendait à quelque chose de plus spectaculaire. Ouais, mais c'est quand même, tout le monde connaît ça. T'sais. Fait que c'est un exemple de, OK, on ramène toujours ça à quelque chose qui connaît. Fait cuisine, vous savez c'est quoi une molécule? Vous avez l'air de trouver ça compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Après ça, un exemple concret. On va toujours rester dans le concret puis le rattacher à ça. Maintenant, on dit, OK, on va vous expliquer les principes derrière de comment ça fonctionne, les grandes découvertes, qui a travaillé là-dessus, pour qu'après ça, vous allez le faire vous-même. On va faire une expérience, puis on va en manger. Puis là, ben là, ils sont actifs, ils se projettent dans quelque chose, ils ont des bases, on les a accrochés. C'est un peu le principe. Tu dirais que ça prend combien de fois devant des élèves avant que tu considères qu'une animation, elle est rodée et que ça y est, vous savez exactement, il y aura plus d'ajustement à partir de là? J'aurais comme le goût de te dire jamais. Parce qu'il y en a, tu sais, aujourd'hui, il y a du monde qui rentre dans les... Tu sais, on avait noté, mettons, Roches et Minéraux qui roulait pendant comme 15 ans. On y touchait pas. Ouais, on a engagé une géologue. Fait que forcément, elle est allée jeter son regard de géologue. Elle me dit, ah, mais tu sais, c'était l'affaire, vous saviez pas. Ben non, on savait pas, c'est bien génial. Fait qu'ils se font toujours bonifier, tu sais. Puis il y en a d'autres qui n'ont jamais été retouchés. Il y en a d'autres qui ont été touchés plein de fois en fonction de qui arrive. Mais généralement, je te dirais que ça va généralement assez vite. Parce que des enfants, ça pardonne pas tant que ça. Fait que si tu t'en vas puis tu te rends compte que tu as un moment long, par exemple, ah non, mais ils ont toutes des faces, ils baillent, là. Je veux dire, tu fais ça 2 fois, tu veux plus jamais le revivre, là. Fait que ça te recadre vraiment rapidement des jeunes, là. Et justement, parlons maintenant du comportement des jeunes face aux animateurs et animatrices. Ouais. Donc, selon les âges, évidemment, donc tu dis que tu commences à la maternelle. Maternelle. Donc, 4 ans. Ouais, à peu près maternelle, 4 ans. Ouais, on y va pas si souvent, mais on va dire 5 ans. 5 ans. Ouais. Jusqu'à quel âge vous allez? 12, 13, 14, 15. Tu sais, 6e année, ils ont 12 ans. Mm-hmm. Des fois, on va aller secondaire 1, secondaire 2, donc 13, 14, dans ces eaux-là. Okay. Mais généralement, c'est vraiment notre public cible, 6-12. 6-12, ouais. OK. Donc, parce que j'allais dire 13, 14, 15, on commence à être dans des âges où c'est peut-être un petit peu moins, il y a peut-être un petit peu moins de réaction de leur part. Ouais, c'est un autre public. C'est ça, c'est un autre public. On n'envoie pas n'importe qui là-bas. Ah, c'est des animateurs qui sont... Ouais, qui ont envie et qui se disent « Ouais, moi, ça me branche. » là. Okay. Parce que ça peut très mal se passer. Si t'arrives « Bonjour les amis », oups, c'est pas le bon public. Si tu les considères comme trop enfants, c'est ça? Ouais, ça va pas aller du tout. Mm-hmm. Tu sais, les meilleurs animateurs de ces niveaux-là, c'est que t'es capable d'un peu les taquiner comme s'ils étaient des enfants, mais ils savent que tu les taquines, tu sais, fait que là, ils vont embarquer dans ton jeu. Fait que c'est un jeu subtil d'équilibriste, là. C'est pas pour tout le monde secondaire. Fait que, ouais, mais 6-12, ça va, là. Tu peux jouer dans une... Mais même 5-6e année. 5-6e année, donc c'est... Ah, ouais. Excuse-moi, il faut que tu traduises. C'est les 11-12 ans. Les 11-12 ans, les autres, tu sens, là, sont pré-blasés, tu sais. Ils sont pré-blasés. C'est ça. Fait que faut c'est une approche qui est différente. Et alors, justement, comment est-ce que tu prends en considération dans la conception de ces ateliers-là le fait que, selon les âges, ils ne vont pas avoir des comportements identiques? C'est une bonne question. En fait, c'est comme je disais tantôt, si on est capable de s'inscrire dans une réalité qui est proche de la leur, de le relier, puis qu'on est vraiment dans une approche, en pédagogie, ils appellent ça la zone proximale de développement, là. Mais je dis tout le temps, ça peut te prendre, c'est un exercice que tu peux faire rapidement. Tu peux poser des questions à ton groupe. Tu sais, est-ce que vous pensez, je sais pas, n'importe quelle question que tu pourrais poser, si tout le monde te regarde là, comme s'il était des orignaux avec des phares sur l'autoroute dans le visage, tu sais que c'est pas, il faut que tu resserres. Parce que nous, on aime beaucoup avoir une approche de problème ouvert.
Fait que plus ton problème est ouvert, plus tu risques de créer une espèce d'hébétitude de je ne sais pas du tout ce que tu me racontes, mais tu peux facilement resserrer après. OK, je vais vous poser la question différemment. Puis là, tu resserres, puis à un moment donné, tu sens que. Puis les gens sont formés un peu chez nous comme ça. Tu peux dire, bon, ben, quand c'est ta question, si tu sens que tu n'as pas de réaction, ben, tu changes un peu ton angle, ton approche. Puis à un moment donné, tu sais, ça, ils vont embarquer. Parce que rapidement, nous, on offre de la manipulation. Fait que c'est juste comment tu les amènes là. Mais je te dirais que quand j'arrive en maternelle ou que j'arrive avec des 5 ans ou des 12 ans, je change pas tellement. Tu sais, moi, j'entends beaucoup de gens qui animent, des fois, ou des enseignants, puis avec des maternelles première année, ils changent leur façon de parler. Bon, là, les amis, là, tu vas, tu sais. Puis là, je suis comme, ben, nous autres, non. C'est mon approche personnelle, là, mais je change pas tellement. Ce que je vais généralement faire, c'est juste mettre moins de mots. Je vais élaguer en termes de contenu. Il y a des choses que je ne vais juste pas dire. Je vais garder ça simple. Je me donne, tu sais, je me dis à la fin de l'activité, là, j'aimerais ça qu'il ait retenu une chose, c'est cette chose-là. Plus ils sont jeunes, plus je vais rapetisser la quantité d'informations ou d'objectifs pédagogiques que j'aurai pour eux. Parce qu'un même atelier peut être donné à plein de niveaux différents. Ah, donc quand vous avez un atelier, c'est à l'animateur et à l'animatrice de s'ajuster en fonction du niveau. Complètement. Il n'y a pas un scénario par niveau? Non. Ah. Fait que c'est une bonne question que tu poses, parce que moi, je prends tellement ça pour acquis, je me rends compte. Mais il y a des ateliers qu'on ne fera jamais. Criminalistique, par exemple, où on parle de décès. Bon, on n'ira pas faire ça avec des troisième années. Troisième année étant? Des 8 ans à peu près. C'est juste, le sujet s'y prête pas tant que ça, tu sais. Puis la quantité de science qu'on a injectée dans cet atelier-là, on se dit, c'est pas eux qui vont être notre public préféré. Machine Simple, c'en est un autre. On se dit, tu sais, c'est pas adapté. Tu sais, la partie ludique est un peu moins là, mais la partie science, rigueur, calcul, mesure, c'est juste pas des choses qui sont à portée de main, par exemple, de 8 ans, par exemple. Mais on n'est pas nécessairement, on se calque pas sur le programme. Ça allait être ma prochaine question, justement. Et c'est pas alors, le fait de ne pas se calquer sur le programme, ça me fait me dire pourquoi est-ce que les enseignants feraient appel à vous, parce qu'ils prennent sur leur temps. Ouais. Parce que j'imagine le temps est assez précieux pour faire passer tout le programme. Oui, tout à fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils viennent vous chercher vous si ça aide même pas au programme? Ben, en fait, c'est que là, il faudrait démystifier. C'est quoi le programme? Au Québec, le programme, il y a 2 facettes. Il y a la facette notionnelle, puis il y a la facette, toutes les... en fait, c'est la démarche, en fait. C'est le cadre d'évaluation qui est appuyé sur les critères de la démarche scientifique. Fait que si nos activités s'inscrivent dans une perspective de démarche, où ils ont été familiarisés avec la formulation d'un problème, formulation d'une hypothèse, est-ce qu'ils ont émis un protocole, est-ce qu'ils ont suivi un protocole? Ben, tant qu'on est là-dedans, on s'inscrit dans le programme. Mais quand les gens nous appellent, c'est rare qu'ils se disent « Bon, ben, j'ai vu dans mon programme que je devais voir réaction chimique, je vais commander votre atelier réaction chimique. » Ça arrive, mais ça n'arrive pas si souvent. Mais c'est pas grave, parce que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il y a un lien émotif avec l'activité. Si ça leur parle, puis ça les branche, on dit « Prenez cette activité-là, vous tricoterez des activités autour. » On va toujours s'inscrire ultimement dans le programme. Si quelqu'un nous questionne, ouais, mais est-ce que vous êtes. Parce qu'il y a eu une mode à un moment donné là, où tout devait être. Parce qu'il y avait eu un nouveau programme, là, tout le monde se disait conforme aux exigences ministérielles. Fait que là, tout le monde faisait des pirouettes là, pour. Nous autres, on s'est juste dit, ben, on va toujours y être. Là. Je veux dire, si vous cherchez du monde qui font de la démarche en sciences, on va toujours être pertinent. T'sais. Après ça, si le sujet vous intéresse, choisissez un sujet qui est dans votre programme. On en a 28, on va trouver quelque chose. Je reviens sur la relation avec les jeunes. Il y a des classes faciles, puis il y a des classes pas faciles. Oh oui. Comment est-ce que vous gérez ça? Et est-ce que le fait de faire des expériences, finalement, c'est pas comme quelque chose qui lisse le comportement des classes qui pourraient être difficiles, par exemple? Oui, complètement. Le nombre de fois qu'on se fait dire « OK, cet élève-là, ça fait 3 mois qu'il est dans ma classe, il n'y a rien qui fait. Puis là, il est heureux, il a un sourire, il est centré sur la tâche. Merci beaucoup. » Comme, ben ouais, ben c'est ça. C'est ça qu'on fait. Et que ça aide, finalement, le fait de changer de format, ça a comme donné un moment où l'élève problématique était plus problématique du tout. Plus problématique du tout. Là. Moi, j'ai vu des enfants là, dans des murs de carton isolés, là, parce que clairement,
incapable de fonctionner, là, tu sais. Puis là, quand on arrive, on peut y enlever son mur, on va le mettre dans une équipe, là, tout le monde, et ça va, tu sais, je dis, on va l'essayer, si ça va pas, on retournera. J'ai pas beaucoup de souvenirs en classe, là, de jour, quand il y a un enseignant dans un cadre normal, là, d'avoir dit non, tu retournes dans le coin, là. C'est très, très, très rare. Les seuls cas, c'est comme les activités qu'on appelle parascolaires, où ça va être après les cours. Là, il n'y a pas d'enseignant, l'animateur est seul, les élèves ils ont leur journée dans le corps, le Ritalin ne fait plus effet. Ritalin est un médicament qui calme le pompon. Là. Puis là, à ce moment-là, des fois, il y a des gens, tu te dis, OK, mais il n'y a rien à faire. Là. Mais même à ça, des fois, on sait que quand ils font de la science, ils sont déjà... Oh mon Dieu, ça serait épouvantable s'il n'y avait pas eu... Mais des fois, on peut créer l'effet contraire. Des fois, on peut exciter. Là. Genre, ouais! Quand tu joues avec des catapultes ou que, bon, il se passe des choses qui font du son. Ouais, des fois, on provoque. On est des agents provocateurs. Ouais. Mais c'est sûr que ça va chercher les gens d'une manière que l'école... Puis, je reviens à ta question que tu m'as posée, est-ce que l'école, on se trompe? Ben, si tout le monde est assis tout le temps à recevoir de l'information, je pense pas que faire ça... Je pense pas que ça, c'est à condamner, mais si c'est que ça, l'école, là, oui, je pense qu'on fait fausse route. Je pense que les gens, n'importe qui dans la vie a besoin de variété. Il faut varier. Puis nous, ben, on varie beaucoup. On fait une grosse variation quand on débarque avec notre matériel. C'est une tellement belle dernière phrase que j'ai comme plus envie de te poser de questions, parce que je trouve que ça finit extrêmement bien comme ça. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, à le noter sur la plateforme de votre choix. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle invitée. À la prochaine.